Bon, Thierry Stotzel l'a plus ou moins évoqué, hein, mais il n'est pas rentré dans les détails. On parle de système participatif de garantie, SPG. Et en fait, voilà, c'est des choses qui existent depuis très longtemps, qui continuent d'exister et qui même se développent pas mal dans le monde. Et donc, la différence, en fait, on est sur une certification non marchande, on peut la qualifier comme ça. Et surtout, en fait, l'évaluation, au lieu qu'elle soit faite par un certificateur, un auditeur privé qui vient dans sa ferme, elle est basée sur l'évaluation par les pairs. Donc, généralement, donc, les producteurs, et auxquels peuvent aussi s'associer, il y a un bruit en même temps, d'autres personnes concernées, comme des consommateurs, mais parfois aussi des pouvoirs publics, etc. Donc, l'idée peut-être vous avez par exemple déjà entendu parler des supermarchés coopératifs où les consommateurs viennent faire une part du travail dans le supermarché coopératif. Par exemple, donner 3 heures par mois et puis pouvoir consommer. Là, c'est pareil, c'est la prise en charge de la certification est faite par les pairs eux-mêmes. Donc, en gros, on va avoir des producteurs qui vont aller voir un autre producteur pour l'évaluer. Et puis ensuite, ça va passer en commission pour dire si oui ou non la personne peut avoir le label. Donc, plusieurs choses. Alors, ça a été pas mal critiqué par la COFRAC, hein, qui accrédite les certificateurs, ou par l'Union européenne qui ne veut pas entendre parler de ça pour l'instant, parce que ça pourrait risquer des ententes tacites entre producteurs. Donc, en fait, il existe des règles qui vont empêcher ces ententes. Et en particulier, moi, je suis économiste institutionnel, donc je travaille sur ces règles-là. Donc, il va y avoir de la non-réciprocité. Hein, un producteur A qui évalue B, B ne va pas évaluer A. On va avoir de la rotation annuelle. Aussi, on va essayer d'introduire de l'aléatoire. Alors, tous les SPG dans le monde n'ont pas forcément toutes ces règles, hein, mais ils essayent de s'améliorer. Et en tout cas, aujourd'hui, on peut dire que ces systèmes ont une forme de crédibilité assez forte. Et de toute façon, on sait aussi que dans la certification tierce partie, ce n'était pas le propos là de Thierry qui racontait comment il faisait, mais il y a aussi des défauts. Le défaut que le producteur qui veut être certifié paye son auditeur, et on sait que ça peut aussi poser problème par moment. Donc, toute certification peut avoir ses lacunes, mais en tout cas, les SPG montrent aussi une efficacité. Et une autre des efficacités, c'est entre autres dans l'évaluation par les pairs, c'est qu'on va avoir de l'échange de connaissances. Alors, en fait, dans la certification tierce partie, on part du principe qu'on ne peut pas être juge et partie, et donc un certificateur partie, selon la norme ISO, n'a pas le droit de donner de conseils. Donc là, c'est vraiment un changement de paradigme, c'est dire, non, la probabilité que la personne soit en conformité avec la norme va augmenter parce qu'on lui donne du conseil. Et on va juste avoir d'autres règles qui vont empêcher effectivement qu'il y ait des ententes ou de la fraude, mais c'est vraiment une autre manière de fonctionner. Et d'ailleurs, là, je parle de ça à pas mal de publics différents, mais dans le public chercheur, nous-mêmes sommes évalués par nos pairs. Et pourquoi on est évalué par nos pairs quand on écrit des articles scientifiques? C'est à la fois que nous, on va, en écrivant notre article scientifique révisé par d'autres chercheurs, on va apprendre des conseils qu'ils peuvent nous donner pour améliorer notre travail, nos résultats de recherche. Mais idem, si gratuitement on évalue, on révise les papiers des autres, c'est parce que ça nous intéresse d'apprendre les fronts de recherche, etc. Donc, on est exactement dans cette même idée dans la certification tierce partie. C'est derrière, on va avoir aussi une hybridation des savoirs. Si je vais dans une ferme et que je vois que l'autre producteur utilise telle technique pour justement contre les nématodes, par exemple, je vais apprendre. Ou de la même manière, je vais voir que ce producteur a un problème avec ses méthodes et peut-être que moi, j'ai une solution à évoquer, à proposer. Ça ne remet pas en cause le fait d'être en conformité ou non-conformité, ce qui est, ça, de toute façon, évalué en commission. Et puis, du coup, c'est aussi quelque chose que j'ai dit à un moment dans un groupe,
les producteurs, en fait. Donc, par exemple, dans Nature et Progrès, on a un producteur et un consommateur qui vont faire l'évaluation. Ça a été construit en disant que le producteur avait la garantie technique quand il vient évaluer, et le consommateur, la neutralité, c'est lui, finalement, qui va être garant de la neutralité du contrôle. En fait, quand on suit les évaluations sur le terrain, on s'aperçoit que les producteurs sont bien plus exigeants entre eux que le consommateur. Parce qu'un producteur qui fait l'effort de se mettre en conformité sur une norme va attendre que l'autre soit en conformité. Et du coup, finalement, l'évaluation par les pairs, elle est même très exigeante. Et c'est pour ça que, notamment, le cahier des charges Nature et Progrès est plus strict que le référentiel bio et évolue aussi régulièrement, donc tend à presque être de plus en plus strict. C'est aussi un des avantages de la certification de ces certifications participatives, c'est que du coup, souvent, elles sont plus localisées. Donc, on a des échelles plutôt nationales et les révisions des cahiers des charges pour qu'elles restent pertinentes dans un monde changeant, en fait, vont être beaucoup plus rapides. Alors que le référentiel européen, ben voilà, il l'a dit, hein, c'est 10 ans de négociations avec des gros lobbies qui sont derrière, où on négocie énormément sur les dérogations d'ailleurs, parce que c'est un enjeu financier énorme. EcoCert, c'est une multinationale aujourd'hui, et donc ces enjeux, ces intérêts économiques sont très, très forts. Donc là, on sort complètement, on change de paradigme. Ça ne veut pas dire que c'est la solution à tout, mais ça peut être intéressant, notamment aussi parce que ça va être moins coûteux. On ne va pas payer du coup l'auditeur, hein. Il va avoir un petit coût d'organisation, d'adhésion au label, mais ça va être beaucoup moins coûteux. Le coût, il va se passer plutôt au niveau organisationnel, c'est-à-dire que ça implique une action collective, de coordonner les enquêtes, etc. Donc, il arrive qu'on ait besoin quand même d'un salarié, ou en tout cas qu'il y ait un partage du travail pour coordonner cette certification. Donc ça, il ne faut quand même pas l'oublier. Mais voilà. Donc, ouais. Il va falloir conclure, ouais. Ouais. Du coup, les SPG, aujourd'hui, ça existe dans 78 pays du monde, hein. Il y a plus d'1 million de producteurs qui sont certifiés comme ça. Dans certains pays, c'est reconnu par l'État comme une forme équivalente de la certification tierce partie, comme au Brésil. Au Brésil, on peut avoir le label agriculture bio autant par certification tierce partie que par SPG. Et voilà, ça fonctionne plutôt assez bien. Et nous, on est dans un projet qui s'appelle Compare, où on regarde en France d'autres domaines où les SPG se développent. C'est beaucoup sur l'éco-construction et l'écotourisme, mais même on a d'autres domaines qui s'intéressent à ce mode d'évaluation par les pairs et de garantie par les pairs. Voilà, je conclus comme ça. Merci. Ah oui, je n'ai pas fait du tout le lien avec la variété et semences, c'était mon dernier point, mais peut-être s'il y a des questions. Non, vas-y, c'est bien, mais du coup, mais entre-temps, là, il est 45, donc je demande aux personnes d'inscrire dans le fil de discussion, finalement, quels seraient vos thèmes d'intérêt pour le prochain café. Ça peut être ce que présente Sylvaine, essayer de creuser un peu plus ces histoires de système participatif de garantie. Ça peut en faire partie de vos thèmes d'intérêt ou autres. Bon, vous n'hésitez pas à le mettre dans le fil de discussion. On écoute, et puis les dates des prochains cafés sont indiquées. On écoute Sylvaine pour finir, et puis bon, on finit dans 1 minute. J'avais compris du coup que votre centre d'intérêt, c'était quand même les variétés et les semences. Du coup, dans les sous-groupes, c'était aussi des choses dont on a parlé. Pourquoi ça peut faire un lien? Mais justement parce que via ces échanges de connaissances, via ces hybridations de savoir entre pairs, on a aussi énormément d'échanges de connaissances sur les variétés et d'échanges de semences, en fait. Et du coup, ça, c'est aussi des choses qui pourraient être vraiment étudiées derrière, donc partout dans le monde, hein, mais même en France, puisqu'on a quelques SPG en France, sur finalement comment les variétés ou les semences sont appropriées par ces producteurs via cette forme de certification et se développent ou se multiplient, quoi. Enfin, voilà, c'est un truc très large comme ça. Mais ça veut dire, Sylvain, que c'est vraiment très, très flexible. Un groupe d'agriculteurs peut décider de créer un SPG. Le but, ce n'est pas forcément d'avoir une multiplication de labels, mais voilà, je peux vous expliquer des cas où effectivement ça s'est fait plus localement parce que, par exemple, une cantine
une collectivité locale avait envie de développer quelque chose spécifiquement pour sa cantine, donc ils vont développer quelque chose de très local. Après, au niveau national, c'est plutôt Nature et Progrès aujourd'hui qui est le plus connu, mais sur les plantes aromatiques et médicinales, c'est le syndicat des simples qui est aussi vieux, hein, qui date aussi des années 60. Après, voilà, dans l'éco-construction, eux, ils ont choisi, c'est plutôt en opposition au label haute qualité environnementale qui s'est développé au niveau global, hein, comme l'agriculture bio. Et eux, ils disaient, mais non, on ne fait pas de l'éco-construction de la même manière dans le nord de la France que dans le sud de la France, ça n'a pas de sens. Donc, eux, ils ont plutôt des cahiers des charges régionaux, même s'ils sont coordonnés tous ensemble au niveau national, pour dire, ben voilà, construire de l'éco-construction en Méditerranée, c'est tel produit locaux, c'est tel mode de construction par rapport au changement climatique, etc. Donc, il y a plein de formes. Soit on s'harmonise sur la norme, soit on s'harmonise sur le mode de contrôle, et ça peut prendre différentes échelles. Il y a plein de choses qui peuvent exister, en fait. Bon, merci.